Me revoilà par ici pour attaquer la deuxième vidéo sur les mercures. Ici, ce sera de la balance jusqu'au poisson. Je vous invite à écouter l'introduction de la première partie sur l'explication et la signification du mercure en position dans votre thème astral. J'attaque donc avec le mercure en balance, le langage précieux. Intelligence et finesse d'esprit sans comparaison aucune, la parole et la pensée sont primordiales dans son existence. Il maîtrise l'art de la communication, de la pédagogie, de l'empathie, du compromis, de l'explication et du charme. On retrouve des écrivains, auteurs, autrices dans ce placement. Ils sont de bons orateurs également. La personne Mercure en balance est sociable, civilisée, voire policée. Elle est souvent très entourée parce qu'on recherche sa présence équilibrée. Par son charme naturel et ses facilités à naviguer en société, elle a accès à plus d'opportunités que les autres pour s'élever et s'épanouir dans un milieu souvent aisé et cultivé où les apparences peuvent faire loi. Gouvernée par Vénus, la balance est ce signe d'air qui donne des atouts naturels pour le beau, le juste et l'esthétique dans le relationnel principalement. Elle est aussi reliée à la justice, elle pèse ses mots, ses pensées, mais l'art du compromis est un atout à double tranchant qui peut semer l'indécision ou l'anéantissement. Il pourra devenir aussi l'art royal de la prise de tête, de ne pas savoir choisir, ou l'art de ne pas se prononcer, de ne pas se mouiller en jugeant, en étant trop tolérant ou compréhensif. Du coup, c'est un défi fou ou un dilemme pour elle de s'individuer, de s'autonomiser. Plaire tout en se priorisant est un jeu d'équilibriste mental, de réinventeur du sens des mots, une recréation de pensée qui est possible. Sa mission est fatale, devenir sophistiquée, réfléchir beaucoup. Sinon, elle pourra se refuser à exprimer ses pensées ou son ressenti réel juste pour ne pas froisser les autres. Pour le bélier en face moins subtil, elle passe pour une dissimulatrice, une éternelle indécise ou la pas franche du collier. Et ça, le mercure en balance trouve ça terriblement injuste, comme beaucoup de choses d'ailleurs dont elle ne manque pas d'égrener une liste longue comme mon bras. Elle pourfend l'injustice, mais c'est une phobie pour elle de déranger et insupportable de ne pas vivre dans une harmonie pure avec une sincérité réciproque. Elle sera toujours forcément déçue par le manque de tact dont feront preuve les autres. Un peu comme pour la Vierge, elle pourra se retrouver en hyper-exigence, de justesse, de beauté et d'impartialité, s'interdisant presque de trancher des liens qui la polluent. Sa spontanéité, son naturel et son authenticité peuvent être remisées au placard et lui créer des problèmes d'identité, des difficultés à se connaître et paradoxalement, alors qu'elle en a tellement le talent, peut lui causer des problèmes relationnels ou des phobies sociales. Sa présence est non jugeante et agréable, mais avec elle, parfois, on ne sait pas sur quel pied danser. Attention, elle peut vous ghoster. La balance est un signe qui met beaucoup l'accent sur l'union des contraires, sur le mélange des polarités. Son énergie est androgyne ou mixte. Elle est autant à l'aise dans le masculin que le féminin. Elle se complète elle-même et cela lui permet cette vision d'ensemble philosophique et spirituelle claire de la non-dualité. Les associations et les partenariats ont une réelle importance dans sa vie. Attention qu'elles ne lui prennent pas tout son temps ou toute la place dans son esprit. Pour résumer, le mercure en balance, c'est un fin ouvrage intellectuellement brodé qui mêle savamment le bien et le mal, le féminin et le masculin. C'est tout un fonctionnement en rouage sophistiqué, un art du jonglage et de l'opportunisme qui peut servir du beau et de l'harmonie, mais aussi l'inverse, suivant comment la morale ou l'éthique est positionnée. Angélique ou machiavélique ou les deux, bienvenue au théâtre charmant des ombres chinoises. Et c'est l'énergie bélier qu'il va affronter, immanquablement, qui va l'obliger à se mettre en avant et à sortir de sa zone de retenue pour s'affirmer haut et fort. Des énergies plus sombres encore, excessives et intenses comme celles de Pluton et du Scorpion, vont remuer ses fonds sales et rendre les eaux troubles, des forces un peu trop maléfiques à maîtriser pour elle, éprises d'amour et de beauté, mais qui sont bien réelles et qui sont chargées aussi de la transformer. Pour l'exemple, j'ai trouvé le peintre néerlandais Johannes Vermeer, intéressant, celui qui a peint La laitière ou La jeune fille à la perle, des œuvres d'intérieur d'une grande et riche délicatesse. Outre le fait qu'il se marie avec une fille de riches commerçants plus aisés que sa famille à lui, de tisserands endettés, il pousse le bouchon jusqu'à se convertir à la religion catholique afin de pouvoir l'épouser. Changer de milieu social, certes, c'est un transfuge de classe intéressant, mais de religion aussi, ce n'est pas rien. Alors était-ce pour arroser son cœur d'amour ou éponger ses dettes? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant chez lui aussi, ce sont ses œuvres, ses choix et sa façon de travailler. Que ce soit pour La laitière, La jeune fille à la perle,
La femme à la balance ou la dentelière, le travail sur la lumière et les couleurs était minutieux et lent. On sait qu'il travaillait très longtemps sur une toile, plus de 6 mois, et qu'il fonctionnait en repentir. Il ôtait ou rajoutait des points subtils de détail afin d'obtenir un résultat à l'équilibre parfait. Les scènes évoquaient souvent des scènes intimes en intérieur, des femmes ou des hommes affairés à leurs tâches ou à une activité simple et journalière, servantes, bourgeoises, astronomes, géographes, aucune discrimination sociale, tout le monde sur le même traitement et surtout aucun débordement émotionnel, aucune touche d'impulsivité ou de mouvement d'humeur. De cette façon, il ne prenait aucun risque de déplaire et il vendait facilement ses œuvres à l'époque. Il possédait quelques mécènes très fidèles. À l'exception de quelques scènes grivoises, qui étaient malgré tout admises par une société hollandaise très rigide moralement, dont une assez étrange et drôle qui s'appelle l'entremetteuse. L'œuvre représente des personnages dans un lupanar, un bordel, où il se peint lui-même mais regardant le spectateur en face en rigolant. Devant lui, 3 personnages, dont un homme qui met sa main sur le sein d'une prostituée qui ressemble vachement à la laitière, avec le même corsage jaune poussin. Soit il tripait sur la servante, qui lui servait de modèle, soit il n'osait pas aller au bordel pour y choisir une dame affriolante. En tout cas, il montre ici une certaine facétie rigolarde, une mise en abîme troublante. Peut-être voulait-il se montrer ainsi plus viril et insolent qu'il ne l'était vraiment, pour faire taire des mauvaises langues. Mais là, j'interprète. Ces scènes de vie étaient extrêmement silencieuses, sages et délicates, et paradoxalement très différentes de ce qu'il vivait chez lui, puisqu'il a eu 11 enfants, et une femme enceinte jusqu'aux dents en permanence, sûrement débordée par toute la gestion du quotidien, d'autant plus qu'il tenait aussi une auberge. J'imagine le bruit, le bazar et les frais. Venait s'ajouter à ça une insécurité financière héritée de son père, il a fini ruiné d'ailleurs, et un beau-père et un beau-frère violents, qui venaient rouer de coups les femmes de la maisonnée. Son père, dit-on, avait eu aussi un tempérament sanguin. D'ailleurs, il avait tué quelqu'un. En face de lui, il y avait quand même moult béliers exacerbés. Voilà, lui, il vivait dans son univers artistique harmonieux et délicat de Mercure en Balance, mais légèrement hors de l'agitation et des conflits qui régnaient autour de lui. Sûrement avait-il besoin de déconnexion avec le monde réel, qui lui paraissait un peu trop brutal. Peignait-il pour plaire, ou ces scènes témoignaient-elles vraiment d'un goût sincère pour immortaliser des gens dans une pacifique intimité studieuse comme la sienne lorsqu'il peignait? Qui était-il vraiment? On ne le saura jamais. Il aurait fallu le témoignage de Madame. Mercure en Scorpion et son langage qui pique. Un intellectuel puissant avec un langage détourné, c'est-à-dire que sa compréhension du monde, des choses ou des gens sera profonde et investigatrice. Il ne se contentera pas d'informations légères et superficielles. Il vit à la lisière de la forêt entre 2 mondes, le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient. Il creuse et sait enquêter pour obtenir de vraies informations. Il fait le pont. Il aura soit du mal à accepter les masques et les faux semblants, ou bien il naviguera tout naturellement en mode espion, en double vie sans se poser de questions morales existentielles. Il aura à cœur de percer à jour les vraies intentions des autres afin de s'en protéger, mais protégera avec aplomb son monde secret à lui pour ne pas être débusqué. Il a ses petits capteurs sensoriels aux aguets, ils sont instinctivement et avec clairvoyance les ambiances, mais aura tendance parfois à percevoir plus facilement la noirceur que la bonté, à se demander si les aspects doux et apaisé de la vie l'intéresse vraiment, ou peut-être n'y croit-il pas du tout parce que le pays des merveilles, il ne l'a pas encore visité. Pourtant, son besoin primordial de se sentir en sécurité, c'est ce qui le pousse à tout vouloir savoir et comprendre en profondeur. Il a besoin de connaître les trames de l'histoire, alors il creuse, ce qui peut générer aussi de l'angoisse. Et il peut devenir un très fin psychologue, donc un thérapeute. S'il est au clair avec lui-même et ses propres intentions, son écoute attentive et silencieuse pourra servir à dénouer les nœuds de son interlocuteur. Ou alors, ne supportant pas le mensonge, il sera trash, cynique, direct et provocateur pour susciter des changements chez les autres, mais ne récoltera que de l'agressivité. L'allégorie du labyrinthe et du minotaure est parfaite pour lui. Le Mercure en Scorpion, c'est Thésée qui pénètre le labyrinthe fabriqué par les nœuds de la psyché pour aller se confronter à une bête, fruit de la honte et de la culpabilité qui représente notre part d'ombre. Un monstre mi-humain, mi-taureau, et grâce au fil d'Ariane qui le relie au monde de la lumière et de la conscience, il tue le monstre et en ressort triomphant. Contrairement à son comparse
à sa comparse la Balance, il est moins facile d'accès en société parce qu'il est inquiet et qu'il ne transige pas avec les apparences. Ce n'est pas son domaine de prédilection, ce qui ne l'amènera pas forcément à gravir des échelons sociaux de manière ouverte et conformiste, non. Lui, il optera pour des manières plus secrètes, mais tout aussi ambitieuses. De toute façon, son regard est tellement perçant qu'il magnétise, ou bien il fout les jetons. Une sélection naturelle s'opère assez vite au niveau de ses relations. Il met à jour des affaires louches et cachées, comme un psychanalyste ou toute autre discipline de connaissance de soi qui nécessite une grande lucidité, polyscientifique ou ésotérique, s'intéressant de manière élective aux crimes et autres sujets tabous comme la sexualité et la mort, pressentant le dénouement et la guérison par l'épreuve du feu, celui de Pluton qui fait le sphinx renaître de ses cendres. Pour l'exemple, j'ai Georges Brassens avec son Mercure rétro en Scorpion, sa plume acérée parfois sombre, souvent anarchiste, qui venait probablement souvent embrouiller son ascendant taureau doux, généreux, tranquille, attaché à ses habitudes ou ses traditions vieillottes, comme les styles obsolètes de ses chansons. On retrouve dans ses chansons des thèmes récurrents, la mort, la rupture, le temps qui passe, les idées, la sexualité, les femmes, l'amitié et la charité. Entre vieux français et mots vulgaires, romantisme et noirceur joyeuse, il était un parfait jongleur de la rime riche qui envoie chier les conformistes. J'aime bien cette chanson d'amour toute simple pour illustrer son côté louche, mi-figue, mi-raisin de Mercurien scorpionique qui s'appelle un 22 septembre. Un extrait. Un 22 septembre, au diable vous partîtes, et depuis chaque année à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or, nous y revoilà, mais je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre à la paupière. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Désormais, le petit cœur qui me reste ne traversera plus l'équinoxe funeste en battant la breloque en souvenir de vous. Il a craché ses flammes et ses cendres s'éteignent. À peine y pourrait-on y retire 4 châtaignes. Un 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. Et c'est triste de n'être plus triste sans vous. Alors voilà, cette dernière petite phrase, elle est typique de cette nostalgie de la tristesse, voire même de la détresse qui devient mélancolie, moqueuse et rancunière, ou pas, on ne sait pas, c'est pas clair. Nous voici arrivés au Mercure en Sagittaire, le langage sacré. On dit qu'il est en exil dans cette position parce que c'est une alliance des opposés, en tout cas c'est une association qui tiraille et qui crée une dualité qui va nécessiter du temps pour son domptage. Parce qu'ici, Mercure n'est pas à son aise pour exprimer toutes ses qualités. Il est sous contrôle de Jupiter. Toute sa légèreté, sa sociabilité, sa multiplicité d'actions, d'études ou de centres d'intérêt, son scepticisme, ses qualités d'analyse logique et rationnelle vont être contrariées par les directives de Jupiter, qui lui demande un esprit de synthèse. Il veut rassembler toutes les pensées dans un esprit de quête de sens, de croissance, de loi, avec un idéal à viser pour pouvoir le transmettre. Le Sagittaire est associé à la foi, au respect des lois, aux efforts de concentration, de maîtrise. Il communique verticalement de haut en bas. Ce qui n'est pas confortable pour notre Mercure qui se disperse aux 4 vents pour informer et satisfaire tout le monde sur le même plan. Des paradoxes créés par une forte opposition à gérer au quotidien. Les conflits intérieurs intenses et subversifs que cela peut générer dans la communication avec autrui, ou même dans ses choix de vie professionnelle, éthiques ou dans ses rapports avec l'autorité ou la hiérarchie, tout dépend où penche la balance. Un Mercure défend le peuple, la multiplicité, l'égalité, la remise en question des dogmes et des pensées toutes faites. En électron libre, il peut se perdre en déplacements futiles, voire parfois inutiles, juste pour fuir une forme d'ennui, de stagnation ou éviter toute forme d'engagement. Quand le Sagittaire est ambitieux et vise sans répit une ascension, une élévation, qu'elle soit sociale ou spirituelle, il priorise et sélectionne ses actions et se positionne en professeur ou en guide. Il hiérarchise, il bénit, il légitimise. Il a tendance à dire « il faut »,« tu dois »,« fais ce que je te dis », ce qui agace beaucoup l'indocile hyperactif mais très intelligent Mercure. Ici, la personnalité ou le mode de communication est ambivalent et changeant. C'est assez troublant de voir en vrai cette agitation et ce mélange d'énergie contradictoire à l'écran en regardant le président Emmanuel Macron, appelé Jupiter avec son Mercure rétro en Sagittaire. Il incarne Mercure avec force sourire sociable, serrage de main du peuple yeux dans les yeux facétieux, expression vieillotte, bisous aux enfants, selfie à gogo avec des jeunes torse nus, prise de parole directe sur TikTok ou dans les vestiaires de foot. Il a envie de tutoyer tout le monde et de tous les bords, et puis son air lointain et romantique de Sagittaire cultivé, un peu surjoué quand il évoque la lecture de Madame Bovary, les yeux en l'air,
Cet aplomb et cet air grave quand il incarne la loi, la fermeté intransigeante, la responsabilité ou la tempérance, ou quand il fait le coach de vie pour remonter le moral à toute la France tout en lui faisant la morale. Ce qui ne marche pas à tous les coups, comme quand il dit « Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien, parce que c'est un lieu où on passe, un lieu que l'on partage. » Là, il ne fait même pas l'effort d'une tentative de diplomatie. Il dit tout cache, comme un bon vieux sagittaire saoulé par ses mioches. Il dit tout le monde est pareil à égalité et c'est beau. Dans une gare, il y a ceux qui travaillent avec un axe de réussite, les sagittaires, et les autres qui bouennent, aurait dit ma grand-mère, du verbe bouenner en galou, en Ille-et-Vilaine, qui veut dire bricoler, lambiner, perdre son temps, mal travailler, mettant dans le même panier tous les gens qui ne seraient ni ambitieux, ni avides d'argent, ni travailleurs, quelle horreur. Donc des mercuriens, des enfants un peu immatures qui voudraient gagner justement leur vie tout en profitant simplement de leur vie. Mais enfin, sait-il que pour qu'il y ait des gens qui réussissent, il faut des gens qui se sous-estiment pour qu'on les sous-traite afin de dire qu'ils échouent. Si tout le monde réussissait comme il l'entend, le mot réussite n'existerait même pas. C'est une guerre stupide à coups de montre en or. C'est caricatural et l'exemple est parfait de la dualité peuple et classe dirigeante qui perdure alors que les politiques sont des employés du peuple qui se mettent à son service. Ils n'ont pas d'autre fonction que ça. Pour moi, c'est ça avoir un beau Mercure en Sagittaire, c'est faire une équipe, l'un au service de l'autre, l'un curieux et analytique et l'autre avec sa foi et son esprit synthétique, maître et élève en alternance, rien de mieux pour progresser. Et oui, je sais l'exemple, je suis allée le chercher très loin, juste pour dire ça, j'avoue. Mercure en Capricorne, la maîtrise du langage avec le temps. Ici, l'intellect et la communication seront matures plus que la normale. Enfant, il a moins d'insouciance et de légèreté que ses camarades. Sa vie amicale et sociale d'emblée seront moins importantes que sa vie intérieure. Il a besoin de calme, de silence pour se concentrer à une tâche. Il va travailler plus tôt pour servir une ou des ambitions personnelles. Il est sérieux et a le sens du devoir, quitte à sacrifier un peu sa vie sociale, les plaisirs et les loisirs qui vont avec. Est-ce lui qui prévoit ou prévisualise quelque chose dans le temps, ou sa famille qui le prédestine ou le charge d'une voie obligatoire particulière? Avec Saturne, le karma et la charge familiale ne sont jamais loin. Il y a beaucoup de prêts. Le passé est très présent. On peut avoir l'impression de payer, de subir quelque chose, de porter des responsabilités très tôt, beaucoup trop tôt. Le Capricorne pèse sur les épaules du petit Mercure, sur son moral, sa communication, sa façon de penser ou même sa réputation. On dit qu'il est pessimiste, mais il est en réalité alourdi. Ça peut être aussi un événement, un empêchement, une difficulté qui le feront travailler particulièrement dur dans un domaine lié à Mercure, la parole, la communication, l'apprentissage, l'école, la compréhension. Et l'avantage d'avoir Saturne sur le dos, c'est qu'il ne te lâche jamais avec sa patience et sa sagesse de vieux beau. Un Mercure en Capricorne aura été à rude école, il connaît le sens du travail et de l'effort. À l'inverse, se détendre lui sera difficile. Du coup, la joie de vivre va en prendre un coup, elle arrivera plus tard sous forme de satisfaction du travail bien fait et de réalisation personnelle. La jeunesse de Mercure, quoique étouffée, ressurgira presque intacte du passé. C'est pour ça que je trouve que Mercure en Capricorne, c'est le maître du temps, mi-enfant, mi-vieillard. Il navigue dans les temps passés, présents et futurs, il a une vie décalée des autres, un sentiment d'isolement qui peut l'attrister. Parce qu'il fonctionne à l'envers comme Benjamin Button, il naît vieux et tout fripé et meurt tout frais et tout bébé en re-rentrant dans la matrice de sa mère. Ce qui lui augure de la réussite et de la joie quand il aura trouvé la bonne montagne, s'il ne s'est pas complètement obsédé par la réussite ou paralysé par la peur d'échouer avec toute la pression qu'il se met. Avec le Capricorne, il peut y avoir une notion de mission à remplir dans l'authenticité et la droiture avec ascétisme à tenir qui frise l'austérité et le déni de ses propres besoins. Après tout, il y a aussi des ascètes qui s'élèvent spirituellement, c'est sûr, et c'est une des options possibles pour ce Mercure, être moine ou nonne ou juste éveillé spirituellement, devenir un guide. Il y a un personnage qui m'a toujours fasciné pour incarner ce Mercure en Capricorne, c'est dans un album de Tintin, il s'appelle Laszlo Carredas, dans Vol 747 pour Sydney. C'est un personnage à l'allure banale et simple, limite un peu neuneux, qui se révèle être un milliardaire blindé, un génie des affaires qui invite Tintin et le capitaine Haddock dans son jet privé. Il est surnommé l'homme qui ne rit jamais, mais il retrouve toute sa joie de vivre, enfouie en succombant de rire à l'air loufoque du capitaine. J'ai trouvé une analyse pas piquée des hannetons de la fin de l'album par un philosophe qui s'appelle Jean-Luc Marion, et je comprends soudain pourquoi cet album m'avait marqué plus que les autres, avec aussi les 7 boules de cristal et Raskar Kapak, c'est qu'il fait intervenir l'irrationnel.
Je cite donc pour Jean-Luc Marion, philosophe, l'album évoque le jugement dernier. Rastapopoulos et Karédas, qui sous l'effet d'un sérum de vérité se disputent le titre de génie du mal, sont finalement emportés au ciel par une soucoupe volante salvatrice. L'empreinte d'un jugement moral dont les deux protagonistes ne peuvent se sortir indemnes, lors d'une scène qui semble convoquer l'enfer théologique. Carrément, même mon chien y grogne. D'une certaine façon, les extraterrestres, plus puissants, plus responsables, agissent comme des parents qui doivent remettre de l'ordre dans le chaos ambiant. Voilà, c'était donc ça la métaphore de l'extraterrestre dans tous les films de science-fiction. Ah mais non, pour Alien, ça marche pas. Il va falloir que je creuse. Pour le Mercure en Verseau, c'est le langage stratosphérique. C'est l'esprit génial et versatile. Il est d'air et de vent multiplié par 100. On lui confère moult talents de scientifique ou artistique, ou artiste. Idée novatrice et d'avant-garde, inventeur ou découvreur lui-même de nouveaux mouvements ou de talents, il sait écouter d'où vient le vent et possède un don pour percevoir ce qu'il vaut suivre comme chemin, pour aller vers un futur plus en accord avec lui-même, avec les autres. C'est un altruiste. Ses goûts et ses penchants iront vers la liberté, la nouveauté. Ses goûts et ses penchants iront vers la liberté et la nouveauté. J'ai recommencé, mon chien aboyait. Il se découvrira très tôt le besoin d'expérimenter et de n'être obligé de compter sur personne d'autre que lui-même. Son engagement est humaniste et politique, malgré lui, puisqu'il a cette sagesse instinctive de se savoir un individu à part entière parmi les autres à égalité. Il se trouvera pourtant vite confronté à des incompréhensions et des inégalités de traitement qui le guideront sur des chemins hors des clous, voire carrément en marge. Son mental est excessif et le monde des pensées est surinvesti, l'émotionnel est placé en latence comme mis de côté sciemment pour ne pas être perturbant. Le sentiment qui lui colle à la peau en paradoxe, c'est la solitude, son relationnel froid et compliqué, dû justement à son originalité et à son détachement qu'il ressent comme une mise à l'écart naturelle du groupe. Ce qu'il peut trouver injuste et voir comme une forme d'échec d'adaptation et sans vouloir à lui-même sans le savoir. Sa rapidité à penser et à communiquer avec froideur et neutralité ses idées ou opinions le mettront souvent en difficulté, pourtant il aime les autres et c'est tout ce chemin qui est à faire pour retrouver un équilibre diplomatique entre son ego blessé incompris et celui des autres qu'il minimise par souci d'équité, qui peuvent s'en trouver fortement vexés et lui faire payer plus tard. Jésus, qui avait son Mercure en Verseau, portait une parole innovante, voire révolutionnaire pour l'époque, éprouvait de la compassion et de l'amour inconditionnel pour lui-même et pour les autres. Il avait la conscience du nous, le sens du sacrifice et de la mission. Comme un Mercure en Verseau, quoi. Judas, lui, avait-il son Mercure en Lion ? On associe souvent le signe du Verseau au personnage de Prométhée dans la mythologie grecque. Son nom signifie justement prévoyance. Il est un titan, un des fils originels d'Ouranos, le dieu du ciel, investi très fortement d'une mission mondiale comme Jésus, le premier éducateur social de l'histoire. Il se prend de pitié pour les humains qu'il trouve un peu niais, primitifs et barbares, et il décide ainsi de voler un peu du feu divin à Zeus et d'en faire cadeau aux humains pour éclairer un peu leur conscience, pour les élever. Mais Zeus sera sans pitié pour celui qui s'est permis d'outrepasser sa loi souveraine, même par compassion pour ces pauvres créatures fragiles et humaines. Prométhée est condamné à se faire manger le foie par un rapace tous les jours, un foie qui va repousser chaque nuit, et c'est sans fin, comme Sisyphe avec son caillou. Un peu comme cette foi en nous-mêmes chaque jour qui est émoussé par les limites et les lois obtuses rencontrées dans le monde extérieur et qui repousse chaque nuit comme régénéré par le bain de nos propres rêves, notre monde inconscient individuel connecté au tout. Le feu ici comme symbole de la conscience et de la connaissance, ce mythe qui semble nous dire « Attention petit Adam ou petite Ève », élargir sa conscience comme un Mercure en Verseau, c'est élargir son champ de vision et prendre conscience aussi de toutes ses fautes et de toutes ses responsabilités, c'est perdre son innocence et ses illusions, et c'est pas pour tout de suite le paradis, il va falloir bosser. Et nous en arrivons à Mercure en Poisson, le langage mystique. L'intellect et le langage sont flous et cotonneux. Ici, Mercure est dit en chute puisqu'il ne peut déployer toutes ses capacités d'analyse rationnelle et logique. Le milieu aquatique dans lequel il se trouve ici est gouverné par Neptune. Il va l'obliger à se servir de ses antennes pour la sociabilité et sa réflexion.
Mercure emprunte d'autres tournures de phrases et de pensées branchées sur le monde des émotions et de la réceptivité. La logique ne passe plus par des faits objectifs et factuels, mais par la subjectivité, le monde subtil des intuitions, des sensations et des impressions. Neptune est le dieu de la mer, il domine les fonds sous-marins de notre monde inconscient, ce vaste territoire sombre et froid, peuplé autant de créatures chatoyantes et burlesques que de monstruosités terrifiantes, comme nos rêves et nos cauchemars, dans lequel nous pouvons nager à volonté sans barrière, autre que celle de corail pour nous arrêter. Avez-vous remarqué comme il est angoissant de nager en eau trouble ou même en eau claire quand on peut s'imaginer n'importe quoi arriver sous cette masse d'eau profonde à nos pieds? Mercure en Poisson, c'est ça, c'est un langage sans limite, une imagination débridée, un amour flou inconditionnel et non jugeant, une perception accrue des gestes et des intentions et en même temps une difficulté handicapante en ce qui concerne les modes d'apprentissage terriens et les aspects matériels du monde. Il n'a pas les codes conventionnels pour y évoluer. Il a pour compenser tout cela des facultés d'adaptation extrasensorielle, il pourra naviguer partout, comme tous les signes d'eau, mais aura tout intérêt, lui, à se connecter à des gens qui lui ressemblent pour se sentir compris, sinon il se sentira isolé. Ses capacités l'amèneront vers l'expression artistique, musicale, cinématographique, peinture, photographie, et à s'intéresser aussi à la spiritualité. La sérendipité, cet art de se balader au hasard des rencontres et des synchronicités, est son fonctionnement original et approprié, pas la peine de le caser au lycée dans une seconde générale, dans ce monde pragmatique et cérébral de Vierge ou de Taureau, il s'adaptera trop jusqu'à se déformer. Un Mercure en Poisson est mystique et connecté, Neptune représente aussi l'inconnu, le surnaturel, l'ésotérisme, la poésie. Son inspiration est guidée par Jupiter, ancien gardien du Poisson, c'est donc un Mercure créatif et inspiré, qui devra se prémunir d'un discernement redoublé pour ne pas se perdre dans d'aussi vastes champs d'exploration que sont l'art et le mysticisme. L'oubli de soi, la fuite dans l'imaginaire, il a un terrain fragile et sensible dans lequel il est facile de se perdre à jamais, et c'était le message un peu grossier délivré par les histoires de sirènes maléfiques aux marins et autres mousses naïfs qui officiaient sur les bateaux. Leur chant, comme une belle promesse d'amour inconditionnel, risquait de les envoûter, et une fois entre leurs mains, les marins étaient avalés par ces monstres mi-femmes, mi-poissons, donc par l'océan. Se perdre dans ses pensées ou se noyer dans un monde d'illusions, succomber à une dépendance affective ou amoureuse, ou même à une substance illicite, se déconnecter du monde réel furent ses responsabilités concrètes. Par extension, se méfier des femmes aussi et de leur subjectivité perturbante qui détourne du monde, de l'action, du concret et des vraies responsabilités. Tel était un peu le sens de ces légendes. Un homme avec Mercure en Poisson va être d'autant plus méfiant vis-à-vis de lui-même, de ses capacités sensitives ou de sa connexion au monde subtil et spirituel, parce que cela n'est pas viril et il aura beaucoup de résistance à être lui-même et à accepter cette part dite féminine. Voilà, j'ai fini pour ce dossier avec Mercure. Merci de me laisser un like, de vous abonner ou de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir, c'était Claire d'Astro Cheveux. À bientôt pour Vénus.